peut-être l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui nous héberge, et donc dans lequel on travaille sur tout ce qui va concerner l'énergie solaire, depuis les cellules jusqu'au quartier, en passant par les modules, les onduleurs et tout ce qu'on peut faire. Et effectivement, ça va avoir un lien avec le projet que je vais vous présenter. On va sortir un tout petit peu du bâtiment, c'est un peu le message qu'on tient depuis quelques années. Et je pense que c'est quelque chose de très important, que je regrette un petit peu dans ces salons, et j'en parle à chaque fois avec les organisateurs, mais d'ouvrir l'échelle, de changer d'échelle, et c'est bien de parler bâtiment, mais il faut parler de bâtiment et de réseau, parce qu'il faut voir qu'est-ce qui alimente le bâtiment, et si on veut faire du décarboné, c'est bien, mais décarboné, c'est pas uniquement faire un bâtiment en bois. Le carbone, c'est quand même d'abord tout ce qui est émis pour le chauffage, pour le fonctionnement du bâtiment, et qui est plus lourd que le carbone qui est lié à la construction du bâtiment, même si c'est un aspect qu'on regarde aussi. Et donc, il faut se dire, si je veux faire un système bas carbone, alors bien sûr, système bas carbone, ça peut être avoir une chaudière bois, mais on le sait, ça ne suffira pas. Et il faut que je regarde mon bâtiment et tous les flux qui vont arriver sur mon bâtiment. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer dans ma présentation. Donc un projet européen où finalement on améliore un bâtiment, mais en regardant, ici on n'a que de l'électricité, mais l'électricité c'est déjà beaucoup, et vous le savez, on sait aujourd'hui en temps réel quelle est la quantité de CO2 qui est contenue dans le réseau électrique. Et si je veux bien gérer mon bâtiment, c'est un peu un paradoxe du futur, on est un petit peu un centre de recherche, il ne s'agit plus tellement de dire je veux consommer le moins possible, mais je veux émettre le moins de CO2 possible, et vous verrez que paradoxalement, parfois on peut consommer un peu plus en émettant un peu moins. Donc voilà. Alors, le cadre de ma présentation, donc c'est un projet de recherche européen qui s'appelle IGIPOM, géré par IES, qui est un éditeur de logiciels écossais, et les partenaires locaux, donc le COA, il y a Schneider Electric et Eolia, qui est une petite entreprise qui fait de la maintenance de ces bâtiments, enfin qui fait de la maintenance des équipements des bâtiments. Et puis l'idée du projet européen au départ, c'est de se dire après rénovation, donc une fois que la rénovation est faite, avec un bon pilotage, je dois pouvoir réduire de 20% les gains, et c'est là où je reviendrai. Si c'est réduire de 20% les consommations énergétiques, c'est très difficile, et au niveau Europe, ils auraient dit vous n'y arriverez jamais, et pour avoir un projet européen, il faut tricher un peu. Alors on dit les gains c'est 20%, donc 20%, ça peut être 20% de gains en émissions de CO2, ce qui peut être encore plus important. Et avec différents moyens, alors je ne détaillerai pas tous les moyens, mais avec Eolia, on a un gros travail de maintenance prédictive, donc ça je peux quand même le dire, même si ce ne sera pas à l'exposé, mais la mode un peu maintenant, on parle beaucoup de jumeaux numériques, mais jumeaux numériques, ce n'est jamais qu'un outil logiciel qui décrit le fonctionnement du bâtiment et qui échange en temps réel des données réelles avec le bâtiment. Et donc vous avez votre jumeau numérique qui fonctionne, et vous regardez comment lui il fonctionne virtuellement. Si effectivement le bâtiment se comporte de la même façon, ça veut dire que tout va bien. Si le bâtiment consomme plus que votre jumeau, si le bâtiment émet plus, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Ça veut dire qu'on va regarder ce qui se passe. On ne sait pas, mais on peut regarder. Donc, on a aussi travaillé sur la détection de présence, sur la programmation des besoins. Voilà. Donc oui, je vais parler quand même du bâtiment. Donc le bâtiment sur lequel on va travailler, c'est le World Trade Center, rien à voir avec celui de New York, mais World Trade Center, il se situe, pour ceux qui connaissent, à côté de la gare de Grenoble, et il est géré par la CCI de Grenoble. L'idée, je vous l'ai dit, c'est l'exploiter l'interaction entre mesure et simulation. C'est ce qui va nous permettre de fonctionner. C'est ce qui, pour moi, est quand même le bâtiment de demain. Si je veux, ce fameux jumeau numérique, c'est uniquement un outil. Alors vous allez dire, oui, ça consomme du carbone, c'est sûr, un logiciel qui tourne en permanence. Mais effectivement, ce sera cet outil qui va tourner
de façon virtuelle en permanence avec le bâtiment et qui en permanence va échanger des données et finalement, si tout va bien, le jumeau numérique le logiciel correspond au résultat expérimentation. S'il y a des problèmes, on le verra à ce moment-là. C'est, j'espère, comme ça que les choses vont se passer demain. Ça permettra de prévoir des pannes, ça permettra de constater des problèmes d'augmentation de consommation et ça permettra d'assurer la maintenance et de savoir exactement, de connaître à tout moment le comportement du bâtiment. Voilà. Alors, je rentre encore dans quelques détails, mais ce ne sera pas, vous verrez, l'essentiel de mon projet. Mais l'idée, donc, quand même, c'est de prendre en compte les prévisions météo. Donc, on est au-delà des données. Hein. Dans notre jumeau numérique, on rentre les prévisions du lendemain. Donc, on va pouvoir savoir comment ça va se passer. La détection de l'occupation. Et on va réduire effectivement les charges pour des bâtiments non occupés. On pourra encore faire mieux, mais de se dire, tiens, dans ce bureau, il n'y a rien qui se passe, je coupe l'énergie. Vous allez dire, ouais, qu'est-ce qu'on gagne? J'en sais rien, mais c'est toujours mieux de ne pas le chauffer que de le chauffer, et on gagnera forcément quelque chose. Et la maintenance prédictive, j'en ai parlé. Une autre façon de générer... Alors, jusqu'à présent, c'était quelque chose que vous avez tous connu. Hein, dans mon bureau, je peux faire plus 2 ou moins 2 en fonction de ma demande de confort. Moi, je suis frileux, je mets plus 2. L'été, j'ai envie d'avoir un bon confort, donc je fais moins 2. Et là, vous l'avez tous entendu, on a quand même un gros problème, ce sera mon propos de tout à l'heure, on a un gros problème justement avec le réseau. Aujourd'hui, contrairement à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, RTE n'est plus capable d'apporter l'électricité nécessaire au bâtiment pour l'automne qui vient si les conditions hivernales sont trop sévères. Et donc, ils ont demandé à tout le monde de descendre à 19 degrés, ça c'est M. Macron qui a demandé. Mais on a aussi imaginé, c'est quelque chose qu'on va tester, de se dire ça peut être, on va dire, un acte citoyen, de se dire moi je suis prêt un jour de fortes contraintes, de dire je fais moins 2 dans mon bureau. Je n'aurai pas le confort, je mettrai un pull et je le ferai pour quelques heures parce que je pense que c'est nécessaire. Combien je vais gagner? Là encore, je vous dis, j'en sais rien. On va essayer de le voir par la simulation. C'est compliqué hein, parce que votre collègue de bureau, lui, va dire moi je m'en fous et je veux plus 2 parce que je veux avoir beaucoup de confort. Et vous avez moins 2, vous avez un peu moins, mais la chaleur du voisin va venir chez vous. Après, voilà, c'est des expérimentations quand même qu'on veut tester pour voir si effectivement dans le tertiaire on peut aussi avoir une action citoyenne et pas seulement de dire chez soi on se met à 19 degrés. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, ce qu'on a regardé, c'est de se dire il faut savoir que RTE, qui jusqu'à présent ne regardait pas beaucoup le bâtiment, et RTE, jusqu'à présent, il se disait, de toute façon, on vit avec du nucléaire en France, et quand on a un problème, on a du gaz, et on va gérer les pics avec du gaz. Vous savez qu'il y a eu la guerre en Ukraine, et qu'à un moment, le gaz était plus cher, mais maintenant, ce n'est pas qu'il est plus cher, c'est qu'on n'en a plus. Et donc, la question n'est plus de savoir si je vais avoir les moyens de me chauffer l'hiver qui vient, la question est de savoir si je vais chauffer ou pas chauffer. Et vous avez entendu parler de ce fameux EcoWatt, hein, et l'EcoWatt vert bleu rouge. Le rouge, c'est je me donne la possibilité de couper l'électricité à un bâtiment tertiaire parce que je ne peux plus l'alimenter. Donc, avant d'arriver jusque-là, on a travaillé donc sur ce bâtiment en se disant est-ce que je peux plutôt chauffer la nuit? Parce que ce qu'on sait, c'est que pour RTE, la nuit, on a à peu près 30% d'énergie supplémentaire non utilisée, même pendant les pics les plus forts de l'hiver. Et même pendant la plus grande catastrophe, on aura toujours entre 20 et 30%. Si on l'a plus, alors là, tout s'arrête et là, ce sera un autre problème. Mais jusqu'à présent, on n'en est pas là. Donc, on a cette capacité. Et donc, la question, c'est est-ce que finalement, je ne peux pas faire exactement l'inverse de ce que j'ai fait depuis des décennies? Au lieu de dire je coupe la nuit, surtout en tertiaire, puisque j'y suis pas et je chauffe la journée, eh ben je chauffe la nuit et la journée, je coupe en tout cas jusqu'à 13h, puisque la grosse difficulté, c'est de tenir le 8h-13h et le 18h-20h, mais 18h-20h, on n'est plus dans une problématique tertiaire. Donc là, on va analyser, on est sur à peu près 15 000 bâtiments tertiaires de plus de 5 000 m², et de se dire, est-ce qu'on peut jouer sur ce confort
en fonction des types d'équipements, hein, effectivement, si on est chauffé à l'effet Joule avec un bâtiment non isolé, au bout d'une demi-heure, tout le monde va hurler et c'est terminé. Si je suis sur un bâtiment avec un plancher chauffant et une isolation correcte par l'extérieur, ben là, je peux imaginer qu'à 13 heures, je n'aurais même pas encore remarqué que j'aurais coupé l'énergie. Et si je suis sur quelque chose d'intermédiaire, ce qui va se passer, eh ben, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Et donc, on a commencé récemment parce que la guerre en Ukraine est arrivée très tard, et donc on était déjà presque à la fin de l'hiver, et on a regardé quand même cet hiver, on a regardé aussi cet été, en disant est-ce que je peux surchauffer la nuit, est-ce que je peux sous-refroidir la nuit, pour essayer d'avoir des gains qui puissent être suffisants. Encore une fois, nous, notre problématique, et je vous l'ai dit au début, ce n'est plus de la sobriété énergétique, c'est la garantie de confort. Et donc je surconsomme, hein, mais je surconsomme du nucléaire dont j'ai à disposition la nuit pour voir si je peux éviter d'utiliser du gaz pendant la journée. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas trop parce que ça produisait plus de CO2, mais ça embêtait pas tellement les gens. Mais une fois que j'en ai pas, je suis beaucoup plus embêté. Et finalement, alors je ne l'ai pas, tiens, c'est une courbe que vous devriez avoir qui devrait vous montrer un petit peu que vous allez imaginer, mais c'est tout simple, hein, c'est de se dire, pendant ces périodes d'éco-watts, je surchauffe la nuit. Donc j'avais une courbe qui montrait que finalement on venait surchauffer. Donc on va augmenter à partir de minuit, hein, pour justement dans des périodes où on a de l'énergie à disposition, on va chauffer les murs, on va arriver à 21, voire 22 degrés, et puis on va couper donc à 8 heures le matin et regarder à 13 heures quelle température on va avoir avant de pouvoir relancer. Alors, bien sûr, on associe avec ça les prévisions météo, puisqu'on va aussi se dire « Ah oui, mais si j'ai de l'ensoleillement, ce sera plus facile ». On va regarder la température qu'il va faire, parce que bien sûr, s'il fait moins 10 le lendemain matin, c'est plus difficile à faire que s'il fait 5 degrés le lendemain matin. Donc, c'est prendre en compte un petit peu tous ces fonctionnements pour voir comment je vais pouvoir le réaliser. Donc, je vous l'ai dit, on l'a fait un petit peu en hiver, c'était un peu compliqué. On l'a plus fait cet été, même si RTE nous dit on a encore 3 ans là devant nous avant la clim. Hein. Jusque le chauffage, c'est cette année, mais la clim, si ça peut vous rassurer, on a encore 3 ans pour pouvoir vivre correctement avant de dire qu'on n'arrivera plus non plus à fournir de l'électricité. Donc, ces tensions qui doivent arriver. Donc, je vais montrer les résultats, hein. C'est tout simple. Hein. On a pris à 15 jours d'intervalle. Un jour, on a pris la relance à 6 heures, donc qui est le cas classique. Et puis on s'est dit, plutôt que de le prendre à 6 heures où là, je vais rentrer dans une période de pointe, je vais plutôt démarrer à 3 heures du matin en sous-refroidissant pour regarder ce que je peux obtenir, bien sûr, avec une consigne, donc la consigne de 26 degrés que j'ai dans les deux cas. Que je veux avoir à 13 heures. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les courbes parce que ça va être un peu compliqué, mais ce qui a été le plus important, c'est de dire, voilà, ici à 6 heures, j'ai mon refroidissement, ici je vais l'avoir beaucoup plus tôt, et je vais me poser la question, si je vais me mettre à 6 heures, qu'est-ce que je vais avoir à refroidir ici par rapport à la puissance que j'aurais mis ici. On est trop tôt et on fait de la recherche et on est dans une première étude et voilà, vous pouvez critiquer, c'est très facile, mais l'idée, grosso modo, c'est de se dire, l'idéal, c'est que la surface pour refroidir soit la même chose que cette surface-là, hein, l'intégrale, si on veut prononcer des mots savants. Si elle est identique, ça veut dire que finalement, ce gain m'aura apporté quelque chose. Alors bien sûr, on est sur des cas, vous allez me dire, oui, mais il faut la même météo, il faut tout pareil. Bon, c'est compliqué d'avoir tout pareil à 15 jours d'intervalle, même si on a des choses qui se ressemblent. Mais encore une fois, on est aujourd'hui d'abord sur des premières études, qui sont d'ailleurs plus difficiles à faire en été qu'en hiver, parce que en hiver, on a plus de facilité à avoir des choses constantes. L'été, vous avez en plus l'ensoleillement qui va jouer un grand rôle. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, on a les courbes de température. C'était simplement pour montrer qu'on respecte bien la consigne. Et donc là, vous avez ces fameuses courbes
Et donc l'idée, c'est de se dire, si je dis finalement, j'ai une intégrale qui va être à peu près semblable, le fait de démarrer beaucoup plus tôt va permettre de réduire cette puissance pendant cette période pendant laquelle je veux éviter ici de refroidir et aujourd'hui plutôt de chauffer, mais c'est des essais qu'on est en train de faire, donc je n'ai pas encore pu vous présenter les essais de chauffage, mais je pense que vous avez compris, l'idée est pas tellement compliquée, mais a un enjeu qui est essentiel. Donc voilà, c'était une petite étude relativement simple, mais qui pourrait avoir un potentiel très important. Et donc, simplement, je dirais, et je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, au début, je disais, l'essentiel du projet, c'est de se dire, avec un bon pilotage, je gagne 20%. J'ai 20% de gains, quand vous voyez un bâtiment comme le World Trade Center, une opération de rénovation qui a coûté très cher. On l'a vu tout à l'heure, c'était remarquable la présentation qu'on avait des systèmes, que ce soit Mitsubishi ou que ce soit quel que soit d'autres, de se dire, voilà, j'ai gagné quelque chose de très important en rénovant mon bâtiment, en changeant les équipements, parce que c'était des rénovations plutôt sur les équipements. Là, on était un bâtiment qui n'était pas trop vieux, donc on n'a pas changé l'enveloppe. Et après avoir fait ça, je peux encore gagner 20%. Et je peux gagner 20%, alors bien sûr, là encore, gagner 20%, oui, en émission, ça ne veut pas forcément dire en production. Mais c'est de se dire que finalement, aujourd'hui, il faudrait, et je dis faudrait parce que c'est malheureusement, et vous le savez, souvent assez dramatique, le problème c'est que le bâtiment, on ne le regarde jamais en opération, on investit beaucoup sur la réalisation, malheureusement dans la plupart des cas, alors je suis mal placé pour en parler, mais quand même pour ce qu'on a vécu, ceux qui ont conçu le bâtiment, le bureau d'études qui l'a conçu ou l'architecte qui l'a réalisé, a très très peu d'interaction avec celui qui va opérer le bâtiment, celui qui va le maintenir. Et ce décalage fait que celui qui arrive, surtout dans des bâtiments publics comme chez nous par exemple, où vous avez des appels d'offres tous les 4 ans pour changer d'opérateur et aucune continuité entre les opérateurs, vous arrivez à des bâtiments qui sont chauffés, très mal chauffés, mal pilotés, parce que personne ne sait le faire. Et donc, je reviens à ce jumeau numérique qui va pouvoir nous piloter notre bâtiment, nous expliquer comment ça fonctionne et surtout nous évaluer les coûts par simulation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et, on l'espère, réduire les émissions parce qu'on va faire quelque chose de totalement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Notamment, on arrête de chauffer la nuit, on chauffe quand on a du bas carbone à disposition. Donc voilà, j'ai mis aussi qui donne la possibilité à l'usager d'être un acteur de la sobriété énergétique, y compris en tertiaire, de se dire moi je peux baisser de 2 degrés si je veux le faire, même si mon voisin n'a pas envie. Moi, j'accepte de mettre un pull et d'agir quelque part comme un petit colibri à mon échelle. La mesure, c'est essentiel et effectivement, je me bats beaucoup contre les bâtiments démonstrateurs. Je suis très sollicité par des collectivités pour dire on voudrait faire un bâtiment démonstrateur. On a plein de sous, on a plein d'ambitions, Je dis ça sert à rien. Ce qui sert, c'est d'aller mesurer tous ces bâtiments démonstrateurs qui existent et qui ont été pas mal faits, mais qui se sont terminés et l'ADEME a payé un petit peu de maintenance, ok, mais jamais on va dire, moi je vais vous faire un retour d'expérience sur ce qui va mal dans un bâtiment démonstrateur. On va toujours vous dire ce qui va bien dans un bâtiment démonstrateur, c'est malheureusement pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait juste dire ce qui ne va pas bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont bien, mais c'est parce qu'on dit ce qui ne va pas bien qu'on peut progresser, quoi. Et là, c'est la mesure qui peut nous aider. Et donc voilà, vous l'avez compris, le petit dada d'aujourd'hui, c'est le décalage des charges et qui fait que le bâtiment, il devient un consommateur et qui est essentiel pour aider ce réseau électrique. Et pour revenir à ce que je disais au début, RTE sont venus nous voir au début, ils travaillent beaucoup avec le CEA, mais ils travaillent sur l'hydrogène, ils travaillent sur le nucléaire, ils travaillent sur beaucoup de sujets. Et il y a 6 mois, ils sont venus nous voir en disant le sujet qui nous intéresse le plus, c'est le bâtiment. Et on n'y connaît rien. Et c'est vrai que c'est triste de se dire que RTE ne connaît rien au bâtiment, mais c'est triste aussi que les gens du bâtiment ne connaissent rien au réseau. Et si on veut progresser, il faut que les gens du bâtiment apprennent le réseau, que les gens du réseau apprennent le bâtiment, et qu'on arrive à faire des réseaux décarbonés et non plus des bâtiments décarbonés, parce que finalement, ce qui importe, c'est pas que le
bâtiment, il ne consomme pas de carbone, ce n'est pas le bâtiment qui en consomme, c'est le réseau qui vous arrive, c'est l'électricité qui vient, c'est le réseau urbain qui vient, qui est lourd en CO2 ou pas lourd en CO2, et c'est de là que va arriver l'émission de CO2. Je vous remercie. Si quelqu'un a une question, je suis prêt à répondre. Bonjour. Alors, je suis du bâtiment, donc j'y connais rien au réseau. Pourquoi l'électricité est plus décarbonée à 3 heures du matin qu'à 6 heures? L'électricité, elle est décarbonée parce qu'à 3 heures, vous avez du nucléaire. Alors, encore une fois, on prend l'exemple de 3 heures, elle peut aussi être très décarbonée à midi si vous avez beaucoup de photovoltaïque sur votre réseau, par exemple, ou à une période où vous avez beaucoup de vent. Donc, RTE va donner toutes les heures, ou toutes les minutes même, le taux de CO2 qu'il y a sur le réseau. Donc, vous pouvez piloter votre bâtiment en fonction de la donnée d'RTE de CO2 sur le réseau. Alors, pourquoi à 3 heures du matin, elle est moins décarbonée? Parce que là, vous avez le nucléaire qui tourne et il y a trop de nucléaire. Le nucléaire, c'est très difficile de le gérer, de le piloter, c'est-à-dire d'augmenter ou de baisser. Donc, vous êtes un petit peu en surproduction. Et d'ailleurs, le gag, c'est qu'à ce moment-là, nous, on vend de l'électricité aux Suisses, du nucléaire. Le Suisse, ils le font remonter dans les barrages et la journée, ils nous le revendent. Et ils nous le revendent en plus comme de l'énergie renouvelable, parce qu'ils disent c'est de l'hydraulique qu'on vous revend, quoi. Et donc elle coûte beaucoup plus cher, et ils nous la revendent 10 fois plus cher à peu près que ce qu'on leur a vendu la nuit. Mais donc autant l'utiliser nous, elle coûte pas cher et elle est très peu carbonée. Le reproche qu'on pourrait faire, oui, mais pourquoi elle coûte pas cher à RTE et qu'elle coûte pas beaucoup moins cher aux clients, parce que les jours-nuits, tout ça, c'est quelque chose qui a un peu disparu. C'est un peu malheureux, mais c'est quelque chose qui va revenir. Et nous, on travaille là-dessus. L'aboutissement un peu de ce travail, ce sera aussi des changements de coûts, parce que vous le savez que l'électricité va exploser comme toutes les énergies. Et donc, il y aura des plages horaires avec des coûts financiers très différents. C'est ce qui permettra qu'au lieu de suivre ma présentation qui a peu d'intérêt, on applique ce que j'ai présenté, parce que c'est beaucoup moins cher à certaines périodes et beaucoup plus cher à d'autres, quoi.